Freezer, Madara, Aizen, que des méchants qui nous ont donné des combats mémorables. Ils étaient charismatiques et étaient tellement puissants qu'on se demandait comment les héros allaient réussir à les vaincre. Allez, aujourd'hui, il est temps de voir d'autres méchants bien trop puissants pour les héros, voire même pour leur univers. Et vous avez vu, pour une fois, j'ai géré la prononciation des noms. Et pour ça, vous pouvez remercier notre partenaire du jour, Rosetta Stone. À la base, je vais pas vous mentir, mais moi, apprendre une langue, c'est pas trop mon truc. Parce qu'en vrai, c'est un peu trop scolaire. Mais avec Rosetta Stone, ce que j'ai kiffé, c'est que t'es direct en immersion, avec de super exercices qui vont te faire bosser la conversation et aussi ta prononciation. Et pour le coup, c'est vraiment efficace. En m'entraînant, je suis passé de ça, Jutsu, à ça quand même, Jutsu. En plus, c'est vraiment sans prise de tête. Les leçons ne durent que 5 minutes et tu peux même télécharger les unités de cours pour les écouter en mode podcast. Genre quand t'es en voiture, quand tu fais la cuisine ou quand tu fais du sport. Et ça, c'est super pratique. Et niveau contenu, Rosetta Stone c'est hyper complet. En plus des leçons et des conversations, t'as des histoires originales dans la langue que t'apprends, des cours en direct et même un phrasebook pour avoir l'essentiel lors de ton prochain voyage. En vrai, j'aurais kiffé avoir ça avant mon voyage au Japon. Mais au moins, je serais prêt pour le prochain. Et en plus, quand je regarde mes animés en VO, j'arrive à mieux comprendre. Et ça, c'est super cool. Alors, si vous aussi, vous voulez être prêt pour vos voyages, foncez sur mon lien en description. En plus, en ce moment, Rosetta Stone propose un abonnement à vie avec 60% de réduction pour profiter en illimité de toutes les langues. Ça vaut vraiment le coup. Encore merci à Rosetta Stone pour leur confiance, et nous, on retourne à nos personnages de manga beaucoup trop forts, dont j'écorcherai plus les noms maintenant. Alors je sais, c'est un peu bizarre de parler d'un personnage d'une adaptation de jeu vidéo, puisque contrairement à Castlevania qui a sa propre temporalité, Edgerunners, lui, est canon au jeu. Je vais commencer par parler un petit peu du jeu, donc du coup dans Cyberpunk 2077, on croise à plusieurs reprises Adam Smasher. Que ça soit au début lors du braquage de la tour Arasaka, dans les souvenirs d'Evelyn, ou encore dans les flashbacks de Johnny Silverhand. Il est présenté comme étant une légende, et basiquement, un monstre. C'est également le boss final du jeu, et si vous venez accompagner lors de la mission finale, il tuera l'un de vos coéquipiers. Mais est-ce que ça en fait un personnage marquant pour autant? Perso, j'ai envie de dire, pas vraiment. Il est stylé en termes de design et de lore, mais en termes de gameplay, dans les premières versions du jeu, en vrai, il est un peu ridicule. Cependant, c'est dans l'anime qui va vraiment montrer à quel point il est terrifiant. Pour rappel, l'histoire d'Edgerunners nous raconte la vie de David Martinez, un prolo de Night City vivant avec sa mère, qui va mourir un beau jour lors d'un accident. À ce moment-là, c'est la descente aux enfers pour lui, et il va décider de s'installer un Sandevistan, un équipement qui lui permet de bouger très très vite. Cette augmentation lui permet de faire la rencontre d'un groupe de mercenaires, qui vont devenir une nouvelle famille pour lui. Mais au cours de son histoire, une bonne partie d'entre eux vont finir par mourir. Tout cela aura pour conséquence que David s'implante de plus en plus d'implants cybernétiques pour devenir de plus en plus puissant et s'élever dans la société de Night City. Et pour protéger ses amis et la femme qu'il aime, il enfilera à la toute fin un exosquelette qui va le rendre surpuissant, mais va le faire sombrer dans la cyberpsychose. Bon, là vous allez me dire, c'est super Alcor, mais pourquoi tu nous racontes encore une fois la vie de David? C'est quoi le rapport? Eh bien, lors de l'une de ses opérations, le Charcudoc le compare à un moment à Adam Smasher, un héros légendaire qui remplit les cimetières. Et devinez qui va être envoyé combattre David à la fin? Adam Smasher bien sûr. On peut se dire que c'est l'ancienne génération contre la nouvelle, genre deux machines de guerre d'époques différentes qui s'affrontent, et que ça va être plutôt équilibré, car après tout, David, il est super fort. Mais comment vous dire, ça a été un hommage total. David s'est fait exploser. Adam Smasher s'est révélé être beaucoup trop fort. Il est aussi rapide que Martinez, vu que lui aussi il a un Sandevistan, qu'il qualifie d'ailleurs d'implant rudimentaire. Genre le truc qui rend l'héros spécial, bah c'est obsolète pour lui. C'est pour dire la gueule du gars. En dehors de ça, il a écrasé et tué Rebecca. Lucy a été incapable de le hacker. Genre le mec, il a chopé à main nue le code, en mode allez hop, ça dégage. Et David, pendant ce temps, bah il n'a rien pu faire. Il a pas réussi à mettre un seul coup, et il a juste tenu assez longtemps pour laisser le temps à celle qu'il aime de s'enfuir. Vraiment, j'avais envie que David gagne le combat, et à chaque fois que je me remate l'animé, j'ai envie d'y croire. Mais Adam Smasher est beaucoup trop fort. C'est pas étonnant qu'il ait marqué les esprits. Genre le gars apparaît 5 minutes, défonce tout le monde, et même le pouvoir de l'amitié ne peut rien contre lui. Perso, j'ai l'impression qu'il arrive comme la grande faucheuse. Et ça, on le voit bien lorsque Lucy tente de le pirater. Sur tous les autres personnages, ils ont l'air vulnérables et nus, mais lui, il est représenté par un monstre avec des crocs et des griffes. Peut-être que c'est comme ça qu'il se voit, je sais pas. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est l'incarnation de la phrase « y a pas de fin heureuse à Night City ». Autant dans le jeu, il est plutôt cool, mais il est pas si impressionnant, notamment dans les premières versions du jeu, où juste tu pouvais le défoncer sans souci. Et grâce à l'animé, il est passé de boss oubliable à véritable ange de la mort. Il y a tellement un gouffre en termes de puissance entre le jeu et l'animé
que lors de la mise à jour Edgerunners, les développeurs l'ont rendu bien plus difficile. Il est plus agressif et rapide, et utilise plus souvent le son d'Evistan. Et c'est d'ailleurs le seul personnage du jeu qui a un effet qui ressemble à l'animé. Et vraiment, je vous le dis, mais j'ai qu'une envie là, c'est de me refaire une run de Cyberpunk 2077 et aller le buter. Parce que vraiment, je lui pardonnerai jamais d'avoir tué Rebecca. À l'époque du club Dorothée, un débat enflammait les cours de récré. Qui est le chevalier d'or le plus puissant? Évidemment, tout le monde répondait celui qui avait le signe qui lui correspondait. Sauf les taureaux. Parce que bon, Aldebaran, il pue la merde. Eh bien, aujourd'hui, je vais décevoir 11 personnes sur 12 qui regardent cette vidéo, mais ceux qui ont touché le gros lot, c'est clairement les Gémeaux. Car Saga est sans débat possible le chevalier d'or le plus puissant. Bon après, vous allez me dire que c'est Shaka, tout ça. Bon, en soi, désolé si vous le surestimez, mais si vous voulez mon avis là-dessus, j'en ai déjà parlé ici. Mais bref, si Saga est le plus fort de tous les Goldsens, c'est parce qu'il est le boss final du premier arc majeur de Saint Seiya, le légendaire arc du sanctuaire. Côté capacité, il est capable de dominer un échange de coups avec Aliolia, le chevalier d'or du lion qui donne 10 000 coups par seconde. Il peut aussi renvoyer des attaques de Iki qui peuvent détruire des planètes, bloquer tranquillement les attaques de Seiya qui vont à 120 fois la vitesse du son, piéger son adversaire dans une autre dimension, priver un adversaire de ses 5 sens en un instant, de sorte à le rendre inoffensif, même si ça peut s'avérer contre-productif, car un chevalier qui perd ses sens en verra son 7ème décuplé. Enfin bref, il est trop fort. Mais ce qui le rend vraiment cheat, c'est son attaque ultime, l'explosion galactique, qui est basiquement une projection de cosmos dont il est dit que la puissance est équivalente à une galaxie qui explose. Ouais, c'est abusé. Cette attaque a mis dans le mal plusieurs chevaliers, comme Seiya, Iki ou encore Milo. Et elle est spammable à volonté. Dans les spin-offs avec les épisodes J, il est encore plus impressionnant. Il bloque sans souci les Excalibur de Shura, qui sont censés tout trancher, et son explosion galactique est tellement puissante que Chronos, un titan, préfère se protéger de l'attaque derrière la statue d'Athéna plutôt que de se la prendre. Donc vous l'aurez compris, Saga est cheaté. Et en vrai, c'est surtout vis-à-vis de l'époque où il est apparu. Parce qu'à partir du moment où les rois affrontent des dieux comme Poséidon ou Hadès, il y a vraiment un gap de puissance. Mais pour le coup, il était vraiment increvable, que ce soit en manga ou animé. Là où certains chevaliers de bronze ont pu vaincre un chevalier d'or en 1v1, lui, il a affronté le héros, ainsi que Iki, qui, je le rappelle, est le plus fort des 5 bronzes. Le gars s'est mangé les metteurs de Pégase, et ça lui a pratiquement rien fait. Le Pegasus Rolling Crash s'est montré comme étant inutile. Les plumes du Phoenix qui sont capables de défoncer les étoiles ne lui ont rien fait non plus. Genre la première fois qu'il s'est mangé le coup, il s'est relevé direct. Et la seconde fois, on dirait que c'était juste du vent. Dans le manga, les bronzes ont donné leur cosmos à Seiya qui a lancé une comète de Pégase qui était bien plus puissante que l'explosion galactique de Saga. Et ce dernier a survécu. Et dans l'animé, c'est encore pire. Les 5 héros ont fait une attaque combinée et le gars n'est pas mort. Et à la fin, il a juste perdu vu que le bouclier d'Athéna a fait disparaître l'esprit qui représentait son côté maléfique. Oui, parce qu'on l'apprend dans les spin-offs, mais c'était pas une autre personnalité, mais bien un esprit. En dehors des dieux qui sont évidemment bien plus puissants, par rapport au reste des chevaliers, Marina ou Spectre d'Hadès, je ne pense pas me tromper en disant qu'il est le plus fort. Et en vrai, c'est pire que ça. Le gars était en plus nerfé par sa bonne contrepartie, et si le bon Saga ne l'avait pas restreint, il aurait gagné direct dès la première Another Dimension. Et à la fin du combat, Seiya s'en sort uniquement parce que le vrai Saga fait perdre du temps au grand méchant. Donc, si on résume bien, le gars atomise tout le monde alors qu'il n'est même pas à pleine puissance, il n'a jamais été battu physiquement, et à la fin il meurt seulement parce qu'il se suicide. Franchement, c'est une dinguerie. Et c'est en ça que Saga est super intéressant. C'est avant tout un personnage tragique qui avait tout pour être sage, de par sa bonté proche d'un dieu, mais la malédiction qui plane autour des chevaliers des Gémeaux a fait de lui un être maléfique. Tiens, d'ailleurs, si t'as pas envie d'être possédé par un esprit qui va te donner une double personnalité, n'hésite pas à t'abonner. En plus, je fais plein de vidéos sur les mangas animés, que ce soit sur des personnages, des analyses, ou même des univers horribles. Il y en a pour tous les goûts. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé d'Aizen, mais malgré toutes les éloges que j'ai pu lui faire, j'ai bien précisé que ce n'est pas le personnage le plus puissant de Bleach. Tout simplement parce que ce titre vient à Yua, le roi des Quincy, et fils du roi des esprits. Sauf qu'aussi fort soit-il à la fin du manga, à sa naissance, c'était un bébé privé de sa vue, son ouïe, son odorat, et en fait, pas tout. L'avantage, c'est que lorsqu'une personne le touchait, cette dernière gagnait quelque chose. Genre une maladie soignée ou des membres amputés qui repoussaient. Mais à la fin, Yua finissait par récupérer ce qu'il avait donné. Ça lui a donc permis de récupérer un corps normal. Par la suite, il a monté son armée de Quincy leur donnant un fragment de son âme sous forme de lettres et a tenté d'attaquer la Soul Society. Malheureusement, ils se sont fait tarter par Yamamoto et sa team, les très sanguinaires. Et Yua fut scellé. Cependant, 1000 ans plus tard, il a été libéré
et attaquer à nouveau la Soul Society et les Shinigami. Et il semble bien plus puissant que lors de son premier combat contre Yamaji. Il est plus rapide qu'Ichigo, dont c'est la principale force. Il a une grande dextérité à l'épée pour tenir tête à des Shinigami expérimentés comme Yamamoto ou Ichigo. Il possède le Blood Vein, le sang des Quincy qui agit comme un bouclier impénétrable. En plus de ça, il est extrêmement polyvalent avec ses pouvoirs Quincy ou ses arts spirituels. Et il est le seul Quincy capable de voler le Bankai de Yamamoto. Il aurait pu l'utiliser, hein, mais non, pas besoin. Il était déjà trop fort. Côté adversaire, il a vaincu Yamamoto Genryusai, l'ancien Shinigami dirigeant de la Soul Society, Ichibei Yosube, le plus puissant et ancien Shinigami connu, qui a la capacité ultra cheat de pouvoir modifier ou effacer les noms de ses adversaires, ce qui modifie ou efface leur capacité, et Yua l'a littéralement explosé. Il a vaincu le protagoniste Ichigo à 2 reprises, et son dernier affrontement sera contre Ichigo, Renji, Ishida et fucking Aizen en 1 contre 4, et il était à rien de gagner le fou. Mais ce qui rend Yua ultra cheat, c'est son vrai pouvoir appelé The Almighty. Cette capacité permet à Yua de voir le futur et le modifier. Ouais, c'est très simple, mais ultra pété. Le mec voit l'avenir, il a dit « j'ai gagné », et ça se passe comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Avec cette capacité, il va tout bonnement éclater Chibei, qui était le dernier rempart à son objectif, absorber le reste du corps de son père, le roi des esprits, pour devenir encore plus puissant. Il était presque inarrêtable, mais c'est pas fini, puisque lorsqu'il a affronté une nouvelle fois Ichigo, qui était dans sa forme ultime, qui sort son nouveau Bankai, qu'on ne verra jamais, parce que Yua l'a éclaté avant que Ichigo puisse l'utiliser. Ouais, grosse déception pour les lecteurs, on ne saura jamais ce que c'est. Il va du coup réabsorber les pouvoirs de tous les Stern Ritter, ce qui comprend des pouvoirs totalement fumés, comme Grimmy qui fait devenir réel tout ce qu'il imagine, ou encore Gérard Valkyrie, qui ressuscite à chaque fois en étant plus puissant. Mais bon, il est déjà tellement pété de base qu'il ne va même pas l'utiliser. Toutefois, il s'est fait avoir par une fourberie d'Aizen, qui a utilisé son pouvoir pour se faire passer pour Ichigo et permettre à notre protagoniste de lui placer un Gensu Atensho fatal. Mais ça finit toujours pas, car il revient en mettant Aizen hors d'état de nuire. Le gars, c'est le boss final des boss finaux. Mais du coup, comment peut-on battre un ennemi qui peut revenir à la vie et qui a un pouvoir aussi pété? Eh bien, plutôt, le père d'Ichida lui a donné une flèche d'argent qui annule temporairement les pouvoirs du roi Quincy. Alors, l'idée n'est pas mauvaise, hein, mais ça sort vraiment nulle part. Donc ouais, le boss final de Bleach est tellement pété qu'il a fallu un Deus Ex Machina pour le vaincre. Mais force est de constater que ça a marché, car grâce à ce laps de temps, Ichigo a pu enfin venir à bout du roi des esprits. Et en vrai, c'est un peu dommage. Yua, c'était un antagoniste vraiment bien intégré dans la mythologie de Bleach, et est ultra charismatique. Mais Tite Kubo a un peu pété un cap sur sa surpuissance. Genre Aizen. Ok, il était méga fort, mais il avait des failles qui comblaient par sa grande intelligence, et l'entraînement d'Ichigo et son sacrifice justifiaient qu'il se fasse vaincre. Là, Yua est abusivement fort. Il était déjà très fort dès qu'on le voyait, et il gagne encore plus de puissance au fur et à mesure de l'arc. Et c'est vraiment pas aidé par le fait qu'à l'époque, la baisse de popularité du manga a poussé Tite Kubo à vite finir son œuvre. Ce qui découle en piste inexploitée et facilité scénaristique que j'espère, la dernière partie de l'anime qui sort bientôt va corriger. Pour le personnage de cette partie, je peux pas me permettre de dévoiler son nom direct comme ça, vu qu'en vrai, c'est un gros spoil. Donc, si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres de Gachakuta, je vous laisserai aller à ce timecode pour éviter tout spoil. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas parler de Typhon Zodil, qui est certes très charismatique et puissant, mais il est pas non plus monstrueusement cheat par rapport au protagoniste. Je vais pas non plus parler de l'ange, non, lui, ce sera plutôt pour les méchants malveillants. Non, l'antagoniste qui a vraiment impressionné par son ultra puissance, c'est le dernier antagoniste que les personnages ont combattu au moment où j'écris ces lignes, Mimo, le présentateur télé de l'univers de Gachakuta. Alors, dans sa forme de base, il est pas très fort, mais il est incroyablement dangereux. Son pouvoir s'incarne au travers de son micro, qui lui permet de donner les ordres qu'il souhaite, tant que ce dernier possède un collier de communication. Alors, pour vous dire à quel point c'est fort, ce truc, c'est le moyen de communication à distance que tout le monde possède dans l'univers de Gachakuta. Donc, c'est ultra puissant de pouvoir contrôler les gens qui possèdent cet objet. C'est comme si là, je vous donne la capacité de contrôler tous les gens qui possèdent un téléphone portable sur eux. Ouais, ça fait beaucoup de personnes. Toutefois, Rudo et ses amis ont réussi tant bien que mal à mettre cet antagoniste en PLS. Mais, c'est là qu'il décide de passer un cap niveau puissance et se donne un ordre à lui-même. Il s'ordonne de devenir une créature qui transcende l'humanité. Et là, tu peux dire qu'il va devenir une sorte de composite très fort et très puissant, mais à la place, il est devenu ce cauchemar au design angélique qui semble invincible. Dès la première attaque, il allait tuer quelqu'un. Unjin a su se protéger avec son parapluie, mais s'est fait têche bien loin. Il a mis une pichenette à Zenka et ça l'a mis KO. Alors ok,
il a une évolution qui lui a permis de mettre une belle tarte dans la gueule à Mimo, mais le coup l'a quand même mis out du combat. D'ailleurs, ce coup lui a créé une bouche, ce qui lui a fait une apparence encore plus cauchemardesque. Les quelques combattants encore debout ont dû s'enfuir, se sachant inutiles. Et Amo, qui a un pouvoir méga puissant pour hypnotiser les autres, se savait totalement inutile pour combattre cet ennemi. Sinon, il y a le pouvoir que Rudo avait à ce moment-là. Il avait un déguisement qui lui a donné une vitesse et une force surhumaine, mais bon, c'était toujours largement suffisant contre Mimo, ce qui a en partie conduit à sa perte. C'est déjà qu'il ne fait que parler, et qu'il a quasiment expliqué au protagoniste comment le surpasser, ce que Rudo a attentivement écouté, car il a utilisé ses gants, ainsi que l'écolier, afin de fusionner avec son pouvoir. Ce qui l'a changé en une sorte de mi-humain, mi-animal, méga rapide et puissant. Mais même comme ça, c'est chaud. Et Rudo était protégé par le personnage qui l'a aidé à évoluer pour tanker les attaques de Mimo. Donc certes, Rudo était en train de le surpasser et de le vaincre, mais c'est un rassemblement d'éléments bien précis qui ne pourra pas être reproduit. Et pour finir, je vais dire une chose terrifiante, mais Mimo est sûrement loin d'être le personnage de Gachakuta le plus puissant. Il s'est ordonné de devenir une créature qui transcende l'humanité, et pas de devenir Dieu. Simplement parce qu'il ne connaissait pas le terme ou le concept de Dieu. Oui, ça indique sûrement que Rudo et son groupe devront en affronter un. Et à ce moment-là, je vais sûrement devoir refaire une vidéo. Allez, on a beaucoup parlé de grosse puissance, il est donc temps de passer à un antagoniste cheaté par son intelligence. Et je sais, normalement c'est Kira le méchant, mais vu qu'on le suit en tant que protagoniste, pas l'antagoniste, c'est elle. Elle, c'est le plus grand détective du monde. Tous les inspecteurs de police le connaissent de réputation, mais personne ne l'a jamais vu en vrai. Et pour cause, il apparaît toujours au travers d'une conversation MSN, et ce, avec son ordinateur transporté par son majordome Watari. Un jour, ils ont fait appel à lui pour retrouver Kira, un tueur semblant capable de provoquer des crises cardiaques à distance, et qui s'en prend spécifiquement aux criminels. Alors nous, lecteurs et spectateurs, on sait que c'est Light Yagami, ce Kira, qui après tout c'est le protagoniste de l'histoire, mais si on se met à la place de elle, comment on pourrait faire pour retrouver un gars avec de telles capacités? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, lui, il a trouvé un moyen. En fait, le premier criminel que Light a tué, c'était un petit bandit qui avait pris une école en otage. Eh bien, elle a compris que ce premier meurtre était pour Kira un test, et du coup, pour confirmer sa localisation, il a fait passer à une chaîne télé locale un message d'un condamné à mort qu'il a fait passer pour lui. Et lorsque Light, dans un sursaut d'orgueil, l'a tué, ça lui a permis de confirmer l'endroit où il vivait, mais également les limites des capacités de Light. En une action, il a su qu'il ne pouvait pas tuer quelqu'un dont il ne connaît pas le nom et le visage. En un coup, c'est déjà très smart, mais ça, ce n'est que le début. Elle a ensuite analysé les horaires où Kira tue ses victimes, ce qui lui a permis de deviner qu'il est un étudiant. Et même lorsque Light se met à programmer la mort de ses criminels, il devine facilement que les heures sont trop précises et que du coup, c'est un moyen de brouiller les pistes. Pendant ce temps, Light, lui, il continue de tester les capacités et les limites du Death Note sur des condamnés à mort, mais elle finit par deviner que ces meurtres sont des tests et que pour avoir des infos sur qui va mourir, il faut connaître quelqu'un qui travaille dans la police. Il impose donc une surveillance de tous les membres des familles des policiers. Niveau légalité et moralité, j'ai des gros doutes, mais ça lui a permis d'attirer son attention sur un mot précis, Light Yagami. Et à ce moment-là, il savait que c'était lui, Kira, sauf qu'il pouvait pas le prouver. Du coup, il a continué son enquête. Plus tard, un policier avait été tué alors que Kira n'avait aucun moyen de connaître son nom. Et là, elle, je sais pas comment il a fait, mais il a capté qu'il y avait un second Kira qui avait un plus grand pouvoir que le premier. Et il ne s'est pas trompé, car ce second Kira s'était mis à Amane qui a changé la moitié de sa durée de vie contre les yeux des dieux de la mort, lui permettant de voir les noms des personnes qui regardent. Et franchement, je sais vraiment pas comment il a fait pour deviner ça. Après ça, comme il était convaincu que Kira c'était Light, et qu'il savait qu'il n'arrivait pas à la voir à distance, il s'est inscrit dans la même université que lui, a réussi le test d'entrée avec un score parfait, et a dit qu'il avait le même nom qu'une célébrité, et a révélé à Light qu'il était elle. Et c'est là qu'il a tendu son piège. Elle surveille Light constamment, et s'il tente d'écrire son nom dans Death Note, il risque de tuer la célébrité, ce qui l'accuserait directement. Et en plus de ça, Light n'est même pas sûr que elle, c'est le vrai prénom de elle. C'est honnêtement un move de génie pour mettre Light dos au mur. Mais c'est toujours pas fini. Vu qu'il avait des soupçons sur Light et Misa, il les a fait tous les deux prisonniers. Les deux ont donc été obligés d'abandonner leur Death Note pour oublier qu'ils étaient tous les deux Kira. Et les bouquins sont arrivés entre les mains de nouvelles personnes. Light et Misa ont donc collaboré avec elle et la police pour trouver le nouveau Kira. Et quand ils l'ont retrouvé et que Light a retrouvé tous ses souvenirs, il est en mode « Haha, j'ai gagné ». Mais en fait, pas du tout. Elle avait aussi l'un des cahiers. Et même si Light avait inventé des fausses règles pour le protéger, elle était juste trop fort. Et il s'était dit qu'il allait tester toutes les règles. Et vraiment, il était inarrêtable. Vraiment. Si Ren ne souhaitait pas protéger Misa, Kira c'était finito. Ce qui m'impressionne le plus avec elle, c'est que sans savoir ce qu'est un Death Note, il arrive à comprendre comment marchent globalement les pouvoirs de ce dernier. Il comprend ses limites et conditions, et devine que Light est Kira dès la première fois qu'il l'a vu. Et tout le long du reste de l'histoire,
L'objectif, c'est de trouver une preuve de la culpabilité de Light. Toutefois, même mort, il gagne entre guillemets, vu que ses successeurs ont réussi à vaincre Kira. Et en vrai, avec tout ce qu'il a fait, personnellement, je dirais que elle est meilleure que Kira. Et voilà pour l'épisode 3 des méchants trop puissants. J'espère que vous avez kiffé. Si jamais vous souhaitez voir d'autres antagonistes et que vous me demandez pourquoi j'ai pas parlé de Freezer ou encore Madara, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Et tiens, donnez-moi d'autres vilains qui sont hyper forts pour un épisode 4. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!